Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. Prévenir de nouveaux risques de catastrophes, réduire les risques de catastrophes existants et gérer les risques résiduels. Ce sont des sujets d'actualité que nous allons discuter avec notre invitée de la semaine, Nathalie Zaharour, experte en gestion des risques et des crises, ancienne chef de projet de l'unité de la gestion des risques des désastres au Liban. Nathalie, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Merci à toi, Aline. Merci à Ici Beyrouth. Alors, Nathalie, après des études de droit et de sciences politiques, vous travaillez en tant qu'avocate, puis en tant que conseillère juridique au bureau du Premier ministre au Liban de 2002 à 2009. En 2009, vous êtes chargée de lancer l'unité de la gestion des risques des désastres. Pourquoi lancer cette unité? L'idée, elle était venue en 2003. Mais pratiquement, elle a été mise en valeur après la guerre de 2006, quand on a été pris par surprise par la guerre. On n'avions pas l'infrastructure pour gérer une guerre. En 48 heures, on a été obligé d'établir une cellule de crise et de travailler tous ensemble là-bas pour gérer une très grande guerre il y a eu beaucoup de destruction, il y a eu presque le tiers de la population libanaise qui était déplacée de leur maison, de leur région. Après la guerre, il y avait les rapports des organisations internationales qui sont venues pour aider le Liban dans ce travail de secourir les gens. Et dans les rapports de toutes ces organisations, ils disaient: vous êtes sujet à des catastrophes naturelles et non naturelles, mais vous n'êtes pas prêts. Alors, avec l'aide du projet PNUD au Liban et la décision du Premier ministre, il a été décidé de créer cette cellule pour préparer le Liban à tout genre de catastrophes. Et donc aujourd'hui, comment se passe l'organisation du travail pour cette unité? Il y a eu un momentum. Après de 2006 à 2009, on a fait des études de champ, on a fait comme des évaluations dans les administrations libanaises, à quel point chaque administration est prête ou pas prête, s'ils ont des plans. Et il y a eu le momentum le tsunami de décembre 2004. Après le tsunami de 2004, 168 pays se sont réunis à Hyogo, au Japon, et ils ont décidé un cadre pour se préparer au désastre. Le Liban était présent dans cette conférence et c'était ça le momentum. Nous avons utilisé ce cadre international, c'est-à-dire nous avons travaillé avec des standards internationaux pour nous préparer à gérer les risques. Bien sûr, il y avait plusieurs niveaux et on a travaillé tout ça parallèlement. Le niveau institutionnel, c'est-à-dire nous avons écrit un projet de loi qui est toujours dans les tiroirs, malheureusement, du Parlement pour créer une autorité nationale pour gérer les désastres et préparer, c'est-à-dire qu'il y avait un travail de coordination entre les différents ministères. Et aussi, on a travaillé sur les rapports parce que dans le cadre, tu as à soumettre chaque année les rapports, quel est le progrès que le pays est en train de faire. Sur un autre plan, on a travaillé sur la réduction des risques et des crises, c'est-à-dire évaluer les risques. On a travaillé avec le CNRS pour avoir une carte des risques au Liban. Quels sont les risques majeurs auxquels fait face aujourd'hui le Liban? Les risques majeurs qu'on connaît, selon la carte des risques, je parle de risques naturels, c'est surtout les séismes et le tsunami, parce que nous avons été sujets à ces dangers, à ces désastres de par l'histoire. Tu as les inondations, tu as les feux de forêt. Nous avons été victimes de l'ensemble de ce que vous avez cité jusque-là. Les tempêtes, oui, et il y a la guerre. Ce n'est pas un désastre naturel, mais nous sommes dans une région qui est toujours instable. Oui, surtout actuellement, plus que jamais. Et il y a les risques du CBRN. Qui sont
L'explosion du port de Beyrouth. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, juste pour qu'on soit clair pour les personnes qui nous regardent, l'unité, c'est une unité de gestion des désastres naturels, comme les tsunamis, tremblements de terre, etc. Et aussi non naturels, guerre, explosion, puisque nous avons vu là l'explosion du port. Et donc, comment se répartit, pour revenir à votre réponse, le travail avec les institutions publiques? Pour continuer, alors parallèlement, j'avais dit, on avait travaillé sur le plan institutionnel, faire un projet de loi pour créer une autorité, sur le plan études et réduction des risques, définir les risques et les points de vulnérabilité du pays face à ces risques, et là, le management du désastre, le Disaster Response Plan. Il a été créé un comité national représentant tous les ministères et les administrations concernées dans la gestion des risques et des crises. Et ce comité, il a travaillé, il était soutenu par le unit PNUD, et nous avons travaillé sur plusieurs scénarios, et il y a eu les SOPs pour chaque ministère. Tu avais les ministères de l'infrastructure, tu avais les ministères comme la santé et les affaires sociales, tu avais toutes les forces armées, tu avais la Croix-Rouge et la défense civile, les pompiers de Beyrouth. Tous ensemble, ils ont travaillé sur un plan avec des scénarios pour les tsunamis, un scénario pour les séismes, un scénario pour les inondations, les feux de forêt. Et pour la guerre, on a travaillé en se basant sur le scénario de la guerre de 2006. D'accord. Alors aujourd'hui, si on veut un exemple concret pour avoir une idée, en prenant par exemple une administration, un ministère, le ministère de l'Éducation, comment ce ministère aujourd'hui est préparé à faire face à une crise potentielle? Quand on a terminé le grand plan pour comment gérer un désastre au plan national, on a travailler aussi sur le plan sectoriel et local avec les muhafaza, les Maqam et certaines municipalités. Sur le plan sectoriel avec les différents ministères, par exemple, vous avez pris l'exemple du ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation, il a plusieurs rôles. Un, quand il y a un désastre, si on reprend l'exemple de la guerre de 2006, on utilise les écoles comme abri pour, surtout en 2006, ce n'était pas l'année scolaire. Et aussi, et selon les standards internationaux, quand il y a une guerre ou bien il y a des gens qui sont déplacés, il y a aussi le souci de continuer l'éducation des enfants, même under emergencies, même en temps de guerre. Alors, ils ont deux rôles importants. Et quand on a terminé le plan de secours national, nous avons établi une cellule de crise au bureau du Premier ministre liée à des cellules de crise dans tous les ministères concernés. Et chaque ministère concerné, il a produit son propre plan pour comment gérer. Et le ministère de l'Éducation, comme le ministère de la Santé, les Affaires sociales, tous, ils ont leur plan. Et ils ont leur cellule de crise liée à la cellule de crise nationale. Donc la question aujourd'hui, si jamais il y a un tremblement de terre en tant que désastre naturel, ou bien si jamais il y a une guerre, bien sûr, nous croisons les doigts pour ne pas l'avoir, est-ce que toutes ces administrations publiques sont préparées? Théoriquement, oui. D'accord. Donc, elles ont le bagage, mais on ne sait pas, vu la crise économique, vu... Exactement. Elles ont le plan. Tu as des gens exceptionnels dans les administrations libanaises qui ont travaillé, ils ont eux-mêmes écrit le rôle dans chaque désastre. Pratiquement, oui. Ils ont leur cellule de crise, ils ont leur plan. Chacun, il sait qu'est-ce qu'il va faire. C'est ça l'importance de la préparation, parce que quand tu as la crise, tu ne sais plus quoi faire. Mais quand tu as le plan, tu te mets sur ta chaise, c'est ici le plan, et tu suis le b.a.-ba de ce qui doit être fait. Et justement, pour parler maintenant de la situation actuelle, en 2011-2012, le projet PNUD international avec DHL, ils ont élaboré un programme, le GARD, Get Airports Ready for Disasters. Et on parle tellement de l'aéroport. Et l'aéroport de Beyrouth a été le deuxième aéroport au monde à faire cet exercice
D'accord. Et ils ont écrit un plan et comment être prêt en cas de désastre. J'espère qu'ils vont activer le plan juste pour la préparation. Donc, en fait, ce qui est très important et ce que vous faisiez, à part la formation de ces administrations publiques et la formation d'institutions internationales comme la Croix-Rouge aussi, qui a fait des formations pour se préparer, des simulations, on va dire. Combien est-ce que c'est important de faire des simulations? C'est très important parce qu'on apprend des simulations, les fautes qui peuvent subvenir quand tu vas appliquer le plan. Parce que le plan, il est sur le papier. On a fait et des tabletop exercises, c'est-à-dire des simulations sur la table, ou bien des simulations live sur le chantier. Et tu apprends, tu évalues le plan, s'il est applicable ou pas. Quelles sont les simulations qui ont eu lieu déjà au Liban, qui sont, on ne va pas dire en réunion, mais vraiment les simulations qui ont réuni toutes les parties impliquées? En 2014, on a fait la simulation pour un tsunami. En 2015, sur un séisme. En 2017, nous avons fait la simulation pour une inondation. Nous avons fait une autre pour un feu d'une usine en 2016. Et après, moi, j'ai quitté. Mais ils ont continué. Les simulations, oui. On va dire, en nature, oui. on continue. On a fait une simulation tabletop exercice sur les explosions en 2013. Et est-ce que cette simulation a été appliquée lors de l'explosion du port de Beyrouth? Ça veut dire qu'au moins, on ne va pas dire, parce qu'il y a aussi un facteur qu'il faut prendre en considération, c'est le facteur surprise. C'est vrai qu'on se prépare, mais on ne s'attend jamais. Je ne crois pas qu'il y avait... ça a été un effet de mauvaise surprise, l'explosion du port. Mais dans la partie préparation, est-ce que ce qui avait été préparé a été appliqué après l'explosion du port? Je ne pense pas. Moi, je n'étais pas là, mais je ne pense pas. Parce que tu vois comment ça a été géré. Moi, j'habite dans la région qui a été sinistrée. Et pour 6 mois, on n'avait ni électricité, ni eau. Les appartements n'étaient pas... C'était inhabitable. Et nos maisons ont été pillées. Alors, si on avait suivi le plan, bien sûr que tout cela ne serait pas passé. Et pour revenir à l'importance de cette préparation, combien est-ce que c'est important? Est-ce qu'on a des études qui nous disent que dans certains pays qui ont été préparés à des catastrophes, il y a eu plus de vies sauvées, plus de biens sauvés? Il y a des chiffres il y a des exemples qui sont... Bien sûr. Tu as par exemple le worst case scenario qui est arrivé en 2011 à Sendai, au Japon. Ils ont eu et un tsunami, et un séisme, et un incident nucléaire. Mais... par rapport à la grandeur de ce qui s'est passé, ils avaient sauvé beaucoup de vies. Le nombre de victimes n'était pas très grand. Parce qu'ils étaient préparés. Parce qu'ils étaient préparés, ils sont très bien préparés. Et alors que dans d'autres pays... Par exemple, je te donne un exemple, on nous le donnait toujours quand on faisait les conférences. En 1999, il y a eu 2 séismes avec la même magnitude, un à San Francisco et un en Turquie. À San Francisco, il y a 2 personnes qui sont mortes. Quelqu'un qui a eu une crise cardiaque et l'autre qui était sur le pont. Et beaucoup de gens sont morts en Turquie. En Turquie. Donc ça, c'est grâce à la préparation que San Francisco a pu sauver beaucoup de gens. Sauver de nombreuses personnes. Pour revenir un peu à comment être préparé si jamais il y a un tremblement de terre, vous préparez les institutions internationales, vous préparez les administrations publiques, mais est-ce que c'est le rôle de ces administrations de prévenir les citoyens? Je donne un exemple de municipalité, par exemple, ou pas? Ça veut dire que la municipalité a un plan à activer quand la catastrophe arrive? Les municipalités, les Maqam, les Muhafaza, ils ont des plans à activer. Il y a le CNRS, maintenant, ils sont très, très avancés, ils sont très sérieux dans leur travail. Et on avait établi comme des systèmes de early warning system, c'est-à-dire comment arriver à chaque citoyen. Il y avait des mobile applications. Maintenant, tu sais, je suis loin, je ne sais plus qu'est-ce qui marche plus, mais il y a beaucoup de moyens. Et les médias peuvent jouer un très grand rôle dans tout ça, prévenir les gens.
Oui, par exemple, je te donne un exemple. En 2010, il y a eu des inondations au Pakistan. Quand ils ont vu la nuit qu'il pleuvait beaucoup et que ça va être une catastrophe, les mosquées, ils ont lancé l'appel aux gens de quitter leur maison. Et les gens ont quitté leur maison et ils ont sauvé beaucoup de vies. Il y a toujours un moyen de prévenir les gens. Mais est-ce que c'était parce qu'il y avait eu un travail en amont au Pakistan? Bien sûr, c'était parce qu'après le 2004, toute la région là-bas, elle était très bien préparée après le tsunami de 2004. Aujourd'hui, enfin, ma question se divise en deux parties. Combien sommes-nous préparés? C'est vrai que vous n'êtes plus, mais vous restez consultante, vous avez une expertise, probablement vous êtes une des plus grandes expertes dans ce Merci. domaine. Non, on le sait, dans la région et précisément au Liban. Même si vous êtes aujourd'hui, même si vous avez quitté il y a quelques années, est-ce que vous savez combien aujourd'hui le Liban est préparé? Et je divise ma question en deux, aux catastrophes naturelles et puis aux catastrophes. Le Liban, il est très bien préparé parce que si tu vas dans le checkpoint, ils ont fait tout ce qui doit être fait. Et maintenant, si tu suis dans les médias, sans appeler personne, si tu suis dans les médias, il y a un follow-up très sérieux du gouvernement, tu vois. Ils sont en train de se préparer. Les gouverneurs, les ministères, tout le monde est en train de se préparer. Et ils ont les plans. Nous sommes très bien préparés. Mais... Aux deux genres, à des Oui. catastrophes naturelles et Oui. à Oui. une guerre potentielle. Oui, on est très bien préparés. Parce que la critique qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que si nous étions tellement préparés, nous aurions pu éviter, pendant l'explosion du port, ce nombre élevé de victimes. Je pense que l'explosion du port ne rentre pas dans ce domaine. Donc, et le rôle de la cellule de crise aujourd'hui, est-ce qu'il faut se réunir régulièrement? Je pense qu'ils sont en train de se réunir. On lit dans les médias, ils sont en train de se réunir. Dans la préparation, je veux dire, Oui. par rapport à ce qu'il faut faire dans le plan du disaster risk management ou de la gestion des crises. Est-ce que dans la préparation, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des réunions en amont préparatoires tout au long de l'année, en fait? Tout au long de l'année. Et il faut toujours mettre à jour les plans parce que le plan, on le change. Même le plan qu'on avait fait, c'était 2012-2017 et 2017, il a été mis à jour chaque 3 à 5 ans, bien sûr, en fonction de tout. En fonction de l'actualité, de la crise. Est-ce que d'après votre expérience, combien est-ce que la crise que traverse le Liban aujourd'hui impacte Beaucoup. cette préparation, Donc, même si nous sommes bien préparés, en pratique, ça va être beaucoup plus compliqué à appliquer. Bien sûr, bien sûr. Nathalie, pour rester dans ce domaine de gestion des crises, vous êtes aussi une experte régionale, puisqu'aujourd'hui, vous travaillez avec l'Organisation de la femme arabe au sujet de la gestion des crises. Vous pouvez nous en parler? Oui. Eh bien, l'Organisation de la femme arabe, ils ont réalisé que l'importance d'intégrer le concept de genre dans toutes les stratégies et les plans pour la gestion des risques et des crises. On a commencé par un assessment. Qu'est-ce qu'on a? Et malheureusement, très peu de pays intègrent le principe de genre, c'est-à-dire les besoins des femmes dans la préparation pour les crises, dans la gestion des crises et dans la reconstruction après le désastre. Alors maintenant, on a développé une stratégie, comment intégrer le principe de genre dans toutes les stratégies et policies dans le monde arabe et dans chaque pays arabe, en tout ce qui concerne la réduction des risques des catastrophes, le changement climatique et le développement durable. Et sur ce, on est en train de faire c'est-à-dire des présentations à chaque pays et les aider à établir leur stratégie dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret lorsque vous nous parlez de questions de genre dans ce sujet? Le rôle de la femme, par exemple, on parle maintenant dans le response plan, c'est-à-dire comment gérer une crise. Tu dois prendre en considération les besoins des femmes, par exemple,
et qui sont déplacées, mais qui sont dans des abris, qui sont dans les écoles. Les besoins des femmes, elles sont autres que les besoins des hommes. Et tu as les femmes enceintes, tu as les bébés. Elle a besoin de lait de nourrisson pour ses bébés. Il y a des besoins des femmes, par exemple. Il faut aussi penser à faire les toilettes pour les femmes. Ce sont des choses très petites, mais très importantes pour la protection des femmes et pour la protection de la société. Et le Liban aussi a reçu une présentation détaillée. Le Liban, il était parmi les premiers pays à faire sa stratégie en 2012. En 2012, nous avons fait, quand on travaillait sur le plan, le Liban a été l'un des premiers pays arabes à faire une stratégie, comment intégrer le genre. Et selon cette stratégie, elle a été intégrée dans le plan de secours que le gouvernement a fait en 2012. Donc, dans le plan de secours face aux crises, la question des genres est mentionnée, elle est prise en compte. Oui, et maintenant, dans le travail de groupe qu'on fait pour les pays arabes, bien sûr, le Liban, il est présent. C'est très intéressant et ça permet de voir que les questions relatives au genre doivent être incluses dans tous les domaines. Bien sûr. Sur une note plus personnelle, Nathalie, lors de l'explosion du port de Beyrouth, vous avez perdu votre belle-sœur, de laquelle vous étiez très proche. Elle avait un fils unique. C'est vous qui aidez votre frère avec votre neveu. Ça a été très difficile. Combien vous croyez que ça peut... combien vous croyez qu'on aurait pu éviter d'avoir tellement de victimes? Bien sûr que c'était évitable, bien sûr. C'est-à-dire mettre ces produits tellement proches des maisons, des habitations. Vous habitez à 100 mètres du port. Oui, et ensuite, les gens qui étaient au port et les gens qui étaient sur l'autoroute, c'est-à-dire s'il y avait eu un early warning, s'il y avait eu évacuation de Beyrouth, c'était possible. On aurait sauvé beaucoup de gens. Tu sais, quand on était petit, il y avait la guerre. Dans cette région-là, on a vécu toute la guerre. Notre mère nous disait, ne quittez pas la maison parce que c'est plus sûr, vous êtes safe à la maison. Alors ma famille, ils sont restés à la maison, ils ont été tués à la maison. Dans leur propre maison. Dans leur propre maison. Et là, ma question devient encore plus personnelle, puisque vous êtes famille de victimes du port. Vous croyez que la vérité, que la justice sera rendue et que la vérité sera faite autour de cette explosion? Bien sûr. Même après 10 ans. Mais bien sûr, on saura. On saura, on doit savoir, c'est notre droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Oui, vous ne désespérez pas, parce que nous rencontrons aussi des familles qui Non, on doit savoir, bien sûr qu'on doit savoir. Et votre neveu qui a perdu sa maman, qui refuse de revenir au Liban par ailleurs? Sa maman est morte devant ses yeux, tu sais. Ils étaient tous les trois à la maison. Et ils avaient perdu conscience. C'est le petit qui avait 9 ans qui s'est réveillé le premier. Et il a commencé à réveiller son père et pour lui dire on doit emmener maman à l'hôpital, elle n'est pas morte. Et il courait à droite et à gauche, il leur disait aidez-nous pour laisser maman en vie. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, ils lui ont donné du sang, ils lui ont dit ce n'est pas grave. Et son mari et son fils lui portaient le sérum de sang et elle est partie entre leurs mains. Il a vu sa maman mourir. Et quand la maman elle est morte, alors il devait quitter l'hôpital, il est sorti, il a vu une étoile, tu sais, le ciel de Beyrouth en août. Il lui a dit ça c'est ma mère. Moi je suis venue le lendemain et je les ai emmenés avec moi. Et quand il est arrivé... Parce que vous étiez, je n'étais pas au Liban. Oui. Quand il est arrivé, je lui ai dit qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Il a été acheter des jumelles. Et regarder le ciel chaque nuit pour voir les étoiles, pour voir sa maman. Et jusqu'à maintenant, nous on n'a pas encore raconté notre histoire parce que c'est encore très douloureux. Nous n'avons pas encore fait notre deuil. Et je pense qu'il y a beaucoup de familles comme nous. Parmi les 234 familles, il y a encore beaucoup de familles qui n'arrivent pas encore à raconter l'histoire parce que c'est très douloureux. C'est douloureux et le fait qu'il n'y ait pas de justice
qu'il n'y ait pas de vérité n'aide pas non C'est plus. pire. Ouais. Mais il ne faut pas désespérer. Et il y a l'ensemble de la population libanaise je crois, qui est derrière ces familles de victimes. Nous savons, oui. Et nous espérons que la vérité sera faite. Il ne faut pas désespérer. Merci beaucoup, Nathalie, pour avoir partagé avec nous votre expertise. Nous espérons que le Liban ne verra pas dans les mois ni les années qui viennent ni de tremblements de terre, ni de guerre. Mais de toute façon, là, c'était un petit éclairage pour expliquer aux personnes qui nous regardent que oui, nous sommes préparés, que le pays est préparé. Théoriquement, le pays est préparé. Et il faut peut-être qu'à travers, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de responsable au gouvernement qui regarde, mais qui réalise qu'il faut mettre les bouchées doubles pour continuer à être préparé en pratique comme ça l'était avant la crise économique. Je pense qu'ils sont en train de travailler sur ça. Nous espérons parce qu'il y a une grande inquiétude. Nous avons interrogé pas mal de gens, vous regardez autour de vous. Il y a une inquiétude, les gens ont peur quand il y a eu les tremblements de terre en Turquie. Il y a eu une inquiétude, une panique au Liban et l'impression... Surtout après ce qui s'est passé, après l'explosion du port. Et après l'explosion du port notamment. Merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre expertise dans le domaine de la gestion des crises. Merci Diane, merci ici Beyrouth. Je le rappelle, pour les personnes qui nous regardent, c'était Nathalie Zaharour pour l'émission Une femme, une histoire. On a parlé de la gestion des risques des désastres, un sujet plus que jamais d'actualité. Retrouvez-nous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, je vous invite à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.